Dernière présentation, M. Cordier va nous parler du syndrome de Churg-Strauss. Bien, nous allons passer donc au syndrome de Churg-Strauss, qui ne s'appelle plus syndrome de Churg-Strauss, puisqu'une nouvelle nomenclature le désigne sous la terminologie de granulomatose éosinophilique avec polyangéite, EGPA. Les données que je vais vous apporter sont pour la plupart des données d'une task force de la Société européenne de pneumologie dont je suis chairman avec Loïc Guilvin, et des données du congrès sur les vascularites et les encas qui s'est tenu à Paris, le congrès mondial, il y a une quinzaine de jours. Et ces données sont des données de cette task force de l'ERS et d'une task force internationale dont vous voyez ici les principaux protagonistes, qui sont tous des spécialistes des vascularites. La première vascularite a été décrite en 1866 par Kussmaul et Meyer. C'était la polyartérite noueuse. L'éosinophile a été décrit par Paul Ehrlich, un médecin qui avait un œil de chimiste, en 1879. Il est peu connu que le premier cas de syndrome de type EGPA a été rapporté par Albert Lamb du Presbyterian à New York en 1914 sous le nom de périartérite noueuse, et pendant très longtemps, les cas de GPA ont été publiés sous cette terminologie de périartérite noueuse. Dans sa publication de 1914, Lamb rapportait le cas d'un homme de 26 ans qui avait un asthme depuis 2 ans et chez lequel les attaques d'asthme sont devenues plus fréquentes, d'abord 1 fois par mois, puis 2 à 3 fois par semaine. Une éruption purpurique est apparue sur différents endroits du corps. Le diagnostic porté a été celui de purpura rhumatoïde de Schönlein. Le patient a eu des douleurs abdominales importantes, des vomissements, une éosinophilie qui a culminé à 7,7 giga par litre. Il est entré dans le coma et il est mort. L'autopsie a montré un édème pulmonaire extensif avec des zones de bronchopneumonie hémorragique. Au niveau cardiaque, un édème des fibres musculaires, pas d'anomalie notable au niveau des vaisseaux. Au niveau du rein, une glomérulonéphrite aiguë, subaiguë et chronique avec des croissants épithéliaux et la présence d'éosinophiles dans tous les tissus. Et il commentait qu'un intérêt important de cette observation, c'était l'élévation des éosinophiles et que l'asthme était un élément très important dès le début de la maladie. Mais comme vous le savez, c'est Churg-Strauss qui ont décrit le syndrome éponyme en 1951 et essentiellement à partir de données autopsiques. Par la suite, après la découverte des corticoïdes, les patients présentant cette affection avaient des tableaux moins caractéristiques. Un point important est celui des critères de diagnostic, de classification et de nomenclature pour le syndrome de Churg-Strauss et le GPA. La première approche date de 1984, c'est John Lanham qui a rapporté 16 cas personnels et fait une revue de la littérature des cas publiés antérieurement. Et il a observé évidemment l'asthme et l'hyperéosinophilie, les infiltrats. Et un point très important, il a dit ça ressemble à la PAN, mais l'atteinte rénale sévère est rare et l'atteinte cardiaque explique au moins 50% des décès. Les critères qu'il donnait, c'était l'asthme, une éosinophilie supérieure à 1,5 giga par litre, une vascularite systémique atteignant 2 organes extrapulmonaires ou plus. En 1990, l'American College of Rheumatology a établi une classification des vascularites. C'est-à-dire qu'ils ont pris toutes les vascularites et, à partir de diagnostics de vascularites, ils ont défini ce qui caractérisait les principaux types. Et vous voyez ici les critères de classification, je le redis, pas les critères de diagnostic. Asthme, éosinophilie, infiltrat pulmonaire non fixe, anomalie parasinusienne, biopsie avec un vaisseau sanguin avec des éosinophiles extravasculaires. Et chez les patients qui avaient une vascularite, s'ils avaient au moins 4 de ces critères, la sensibilité et la spécificité
pour le diagnostic de syndrome de Churg-Strauss était très élevé. Mais comme vous le voyez, il n'y avait que la mononévrite ou la multinévrite qui était un réel signe compatible avec une vascularite. Si on utilise ces critères de l'ACR pour faire le diagnostic de syndrome de Churg-Strauss, ce pourquoi ils ne sont pas faits, vous voyez que si on prend les cas de notre série de pneumopathie chronique idiopathique et eosinophile, à l'exception des névrites, tous les autres critères peuvent être présents. C'est-à-dire qu'on peut très bien, si on utilise ces critères de classification comme des critères de diagnostic, baptiser EGPA des patients qui ont simplement une pneumopathie eosinophile. En 1994, une commission s'est réunie à Chapel Hill pour la nomenclature et qui a défini le syndrome de Churg-Strauss. Et puis, plus récemment, en 2012, sous la direction de Janet, cette même conférence internationale s'est tenue à Chapel Hill, a abandonné le nom de syndrome de Churg-Strauss et a donné la nouvelle définition eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA. Et la définition, c'est une inflammation granulomateuse riche en éosinophiles et nécrosante, atteignant souvent l'appareil respiratoire et ça c'est extrêmement important, une vascularite nécrosante affectant de manière prédominante les vaisseaux petits ou moyens et associés avec asthme et eosinophilie. Voici les principales séries de la littérature qui ont été publiées depuis le travail de l'ANAM. Et vous voyez peut-être pas très bien, mais ce que je vous résumerai brièvement, c'est que dans toutes ces